Oui. La théorie des intelligences multiples, c'est pas quelque chose qui est né d'abord dans la tête de quelqu'un comme ça un matin qui s'est levé en disant ah mais on a 8 intelligences. C'est tout un travail de recherche qui a été effectué par un Américain qui s'appelle Howard Gardner, qui est toujours enseignant à l'université de Harvard, qui était à ce moment-là enseignant à l'université de Harvard, en neuropsychologie, voilà, et qui va s'intéresser au fond à la question de peut-on mesurer le potentiel humain? C'est-à-dire, est-ce qu'un adulte, un enfant, est-ce qu'on peut dire au fond quelque chose de sa capacité intellectuelle? En gros, c'était ça. Avec l'idée que ce qu'on trouve dans les tests, tout ce qui va être QI, et qui était une mode aux États-Unis, aussi bien pour trier les gens que pour avoir un emploi, eh bien, il se rend compte à ce moment-là que c'est quelque chose qui ne mesure pas l'intelligence. On ne peut pas mesurer l'intelligence. Ce qu'on mesure, c'est à la rigueur la capacité à répondre à des questions, à la capacité à, comment j'allais dire, à utiliser son intelligence, mais pas l'intelligence elle-même. Ça, c'est une évidence pour lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il va faire tout un travail en s'associant avec à la fois des philosophes, des anthropologues, des biologistes, des psychologues. C'est-à-dire que c'est un vrai travail de recherche qui va lui permettre de regarder au fond comment fonctionne l'intelligence, non seulement aux États-Unis, mais partout sur la planète. C'est-à-dire que c'est un travail de recherche où il va aller justement travailler aussi bien avec ce qui se passe en Amérique latine qu'en Afrique ou en Asie, de façon à se dire comment est-ce que je peux sortir d'un modèle qui est celui d'une intelligence unique d'abord, ça c'est important, et puis d'autre part, parce qu'il se rend compte qu'au fond, entre un danseur, un pêcheur de perles ou un architecte, ils n'utilisent pas leur intelligence de la même façon, et surtout ils pensent qu'ils n'utilisent pas les mêmes intelligences. Et donc à partir de là, il se lance dans un travail qui est absolument colossal, hein, qui va donner un ouvrage très épais qui s'appelle Frames of Mind, c'est-à-dire les formes de l'intelligence, et dans lequel il va déterminer au départ 7 formes seulement d'intelligence. Hein, on verra arriver l'intelligence naturaliste 10 ans après dans un autre ouvrage qui sera consacré à l'éducation. Donc son travail, c'est d'abord et avant tout, qu'est-ce qui fait la capacité d'un humain? C'est quoi au fond notre capacité à être intelligent? Comment se détermine cette capacité que nous avons à penser, à réfléchir, à résoudre des problèmes. Et il va déterminer d'ailleurs l'intelligence autour de cette définition-là, c'est-à-dire ce qui nous permet à la fois de résoudre des problèmes dans la vie, ce qui nous permet de nous poser des questions, de réfléchir, de créer, etc. C'est-à-dire dans différentes situations, mais qui sont des situations réelles liées à notre contexte culturel. Oui, dans les travaux de Gardner, ce qui va l'aider aussi dans sa façon d'organiser les choses, c'est qu'il se rend compte que depuis l'Antiquité, il y a 2 grandes conceptions de l'intelligence. Et il va utiliser 2 images dont on ne voit pas véritablement la question des symboles, mais au moins qui partent d'un poète grec, où il dit, au fond, depuis l'Antiquité, il y a la conception des porcs épiques et la conception des renards. Alors la conception des porcs épiques, c'est des gens qui pensent que l'intelligence est unique, qu'elle n'a qu'une seule forme, qu'elle est innée, que c'est une forme de don que nous avons, alors qui peut être un don divin ou un don biologique, peu importe, qu'on peut la mesurer et qu'elle ne va pas évoluer au fond avec notre vie, qu'on a tiré le bon lot ou le mauvais lot, mais que les choses ne vont pas changer. Donc ça, il dit, dès le départ dans l'humanité, il y a toute une conception qui continue à exister aujourd'hui, qui va être, par exemple, mis en exergue chez nous par Piaget, c'est-à-dire une forme d'intelligence, un facteur G. Voilà. Et puis, il y a ce qu'il appelle les renards. Alors, les renards, ce sont au contraire les gens qui, dès le départ, ont l'idée que l'intelligence est complètement plurielle, c'est une sorte de bouquet de formes très différentes, de structures qui se met en place d'abord au fur et à mesure des expériences et selon les cultures. C'est-à-dire que dès le départ, c'est une sorte de théorie évolutionniste. Et c'est très intéressant de voir
comment lui-même dans son ouvrage qu'il écrit, donc on voit bien en 83, donc il y a 30 ans, à un moment où l'IRM n'est pas encore quelque chose qui permet de comprendre comment fonctionne le cerveau, il a déjà une idée à ce moment-là, au fond, de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire de l'idée que notre intelligence, c'est une sorte de potentiel qui va peu à peu évoluer et se développer en fonction à la fois de notre environnement, de notre éducation et de notre culture. Oui, alors on pourrait prendre... D'abord, je pense que le point de départ, c'est le changement de regard sur l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences avec Pascal Toscani quand on demande par exemple à des élèves, mais c'est vrai aussi avec des adultes de la même façon, aux gens, sur une échelle de 0 à 10, où pensez-vous que vous êtes intelligent? Les gens ont un chiffre qui leur vient en tête, alors qui est plus ou moins lié effectivement à la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, mais à l'idée qu'ils sont plus ou moins intelligents et que ça ne va pas varier. Donc le premier travail à faire avec soi-même, c'est de se dire que nous sommes intelligents, que nous avons un potentiel qui est extrêmement important, c'est-à-dire que, et du coup là les neurosciences ont confirmé le fait que lorsqu'un bébé naît, il possède 100 milliards de neurones, et bien sûr qu'il va perdre certains de ces neurones, mais il va aussi en gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun de ces neurones va en gros se connecter à 10 000 autres en fonction des apprentissages. Donc les milliards de combinaisons qui sont dans notre cerveau donnent une capacité d'utilisation de cette intelligence qui est mais quelque chose d'absolument prodigieux. Donc sans doute, la première chose à faire, c'est de changer de regard sur son intelligence. C'est-à-dire de penser que nous sommes intelligents et que la façon dont d'autres nous ont regardés, parce qu'on a pu porter un regard sur nous quand on était enfant en disant « bah non, t'es pas doué pour ça » ou « tu sais pas faire ça » ou etc. Ou des résultats scolaires qui ont été pas seulement des blessures narcissiques, mais l'idée qu'on n'était pas capable de réussir un exercice de maths, d'écrire un texte qui soit très poétique, de jouer d'un instrument. Et donc on reste, j'allais dire, avec quelque chose dont on se prive, qui est le développement de cette intelligence. Donc la première chose, c'est changer de regard sur l'intelligence et se dire que nous pouvons la développer. Et là, Howard Gardner nous dit quelque chose d'important, c'est que quand il parle des 8 intelligences, il dit bien que nous possédons les 8 intelligences, tous. Et c'est nos parcours de vie qui font qu'on en a développé certaines plus que d'autres. Quand je dis nos parcours de vie, ça veut dire à la fois notre environnement familial, mais aussi la société dans laquelle on est. C'est pour ça que, au fond, tout son travail est lié aussi à l'anthropologie, à la sociologie, à la culture. C'est-à-dire, on se rend compte que l'intelligence, c'est pas non plus quelque chose qui est seulement quelque chose qui, au fond, serait quelque chose de personnel et qu'on posséderait à l'intérieur de soi-même, mais on est aussi intelligent avec nos outils, c'est-à-dire peut-être que vous êtes intelligent avec une caméra, avec un stylo, avec un micro. C'est-à-dire, notre intelligence, c'est quelque chose qui dépasse peut-être les propres frontières de ce que nous sommes intérieurement. Nous sommes intelligents avec notre environnement, avec ceux qui nous entourent. Et ça, c'est la première chose, c'est changer de regard par rapport à cette intelligence. Nous sommes plus intelligents que nous le pensons, et notre intelligence n'est pas seulement quelque chose qui serait tout petit et enfermé dans notre cerveau, mais sans doute beaucoup plus large. C'est tout notre corps qui est intelligent et c'est tout notre environnement qui est intelligent avec nous. La deuxième chose, c'est de rentrer dans une forme de développement de cette intelligence, c'est-à-dire souvent, on passe aux enseignants un petit film d'Albert Jacquard où il dit « on ne naît pas intelligent, mais on construit peu à peu son intelligence ». C'est-à-dire qu'au fond, chacun de nous est responsable du développement de son intelligence. Ça veut dire que non seulement c'est une question de responsabilité, mais c'est la question même sans doute du sens de notre propre vie. Notre propre vie, c'est sans doute de développer, nous sommes amenés ou nous sommes appelés à développer nos intelligences et à aller le plus loin
possible dans chacune de ces intelligences-là, sans forcément devenir ni des obsédés ni des hyperactifs. Mais on voit bien à la fois savoir profiter de la vie et savoir élargir toutes nos compétences pour pouvoir justement augmenter ce plaisir de saveur que peut nous donner le monde et la vie. Donc là, il y a une forme, j'allais dire, d'éthique ou de responsabilité personnelle qui me paraît évident à partir de là. Et puis la troisième dimension, c'est dans le rapport que nous avons aux autres. C'est-à-dire, développer ces formes d'intelligence, c'est aussi rentrer, j'allais dire, accepter, ce serait la troisième dimension, hein, pour répondre complètement à votre question. La troisième chose, ce serait, pas seulement par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres, c'est-à-dire comprendre que les autres ont d'autres formes d'intelligence dont on a besoin nous aussi, ou avec lesquelles c'est intéressant de partager, parce que notre intelligence nous donne aussi une certaine façon de voir le monde ou de comprendre le monde. Et que d'autres ne voient pas le monde comme nous, ne comprennent pas le monde comme nous. Et dans cet échange avec les autres, et c'est pas seulement comprendre les autres parce qu'il faudrait être bien gentil, etc. C'est une sorte d'enrichissement mutuel par rapport à ça. Et sans doute d'ailleurs que les enjeux politiques ou les enjeux démocratiques ou les enjeux de la paix reposent au fond sur une façon de comprendre que les autres voient le monde différemment de nous, ont développé d'autres intelligences à cause de leur culture ou à cause de ce qu'ils sont. Et donc là, il y a quelque chose qui va à la fois du sens individuel de notre existence à ce qui est au fond le rapport politique dans le sens noble du terme. D'où l'enjeu éducatif, évidemment.